L'Espagne va tenter d'évaporer les ondes négatives face à l'Arabie Saoudite dans la J2 de la Coupe du Monde. Comme d'habitude, pour ma structure de vidéo au niveau des avant-matchs du mondial, d'abord j'analyse le dernier match des deux équipes, ensuite je vais parler des informations à retenir qui sont importantes. Pour une fois, cette fois-ci, je vais vous donner ma compo de l'Espagne parce que j'estime qu'il y a des changements importants à faire du côté de Luis de la Fuente et je vous expliquerai ça. Mais pour terminer, je vais aussi vous donner mon pronostic. Commençons dès maintenant par l'Arabie Saoudite. Ils sortent d'un match nul 1-1 face à l'Uruguay, ce qui est un plutôt bon résultat pour eux. Ils ont été valeureux et vous allez voir des qualités qui en ressortent par rapport à ça. Déjà, le plan de jeu, il est clair. Ils sont arrivés en bloc bas défensif. Et ça, on sait que ça ne plaît pas à l'Espagne, mais on va y revenir un peu plus tard. Ensuite, ils ont réussi à marquer sur coup de pied arrêté. Et plus précisément sur corner, où cette fois-ci, il y a un duel aérien qui a été remporté dans un premier temps. Le gardien a su repousser le ballon, mais de manière trop courte. C'est pour ça qu'un joueur de l'Arabie Saoudite a réussi à finaliser l'action. C'est pas le but le plus fantastique, on va pas se mentir. Très loin de là, mais ça a tout de même permis à cette équipe de l'Arabie Saoudite d'ouvrir le score face à l'Uruguay. Et ensuite, ils ont beaucoup subi. Regardez par exemple sur l'image, tout en bas à gauche, ici, on voit les temps forts jusqu'à la 80e minute de jeu. C'est assez aberrant. On voit clairement qu'il n'y a que du bleu ciel. Les Uruguayens ont dominé le match tout du long, mais n'ont pas eu beaucoup de facilité à trouver la faille. Là, par exemple, sur l'action, on peut observer un centre qui arrive à longue distance. On voit aussi qu'il y a une tête d'un joueur de l'Arabie Saoudite. Ça revient ensuite parce que le gardien repousse sur un joueur sur le côté gauche qui, lui, va réussir à marquer. C'est comme ça qu'ils ont égalisé. C'est pas spectaculaire du tout. Mais encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Uruguay, dans son plan de jeu, c'est assez faible. On a vu beaucoup de fois des débordements et puis des centres dans la surface avec beaucoup de joueurs qui tentaient de gagner des duels. C'était pas plus riche que ça dans la combinaison. Et quand on connaît Bielsa, franchement, ça m'a fait mal au cœur de voir ça parce que je me dis, c'est un coach qui est vraiment tacticien, qui aime bien regarder le détail de son jeu avec ballon. Mais là, honnêtement, c'est pas très riche encore une fois. Regardez par exemple là sur le côté gauche, il y a un ballon qui est donné et ensuite, c'est encore une fois un centre. Là, c'est un centre en retrait, c'est une bonne frappe, mais le gardien arrive à stopper. Ici, une combinaison sur le corner où Federico Valverde va armer une frappe à longue distance. On connaît sa qualité. Là, le gardien a fait un arrêt assez spectaculaire. Pourtant, la frappe du Madrilène était vraiment excellente, enroulée comme ça du pied droit, mais le gardien s'est parfaitement déployé. Il s'est couché très très vite et a allongé son bras. Et d'ailleurs, il a fait un match assez dingue. Il a réalisé 9 arrêts. C'est assez spectaculaire. Il a été plus que jamais décisif et on va pas se mentir, c'est pas un match impressionnant de l'Arabie Saoudite. Dans la production du jeu, j'ai vu quelques séquences de pressing, mais je ne sais même pas s'ils vont tenter ça face à l'Espagne. Je pense qu'ils vont arriver en bloc bas et leur gardien est en grande confiance. Est-ce qu'il va réitérer cela une seconde fois ou non? C'est difficile à dire, mais on sait très clairement à quoi s'attendre. Surtout que l'Espagne, dans son premier match, vous le savez, face au Cap-Vert, ils ont fait face à un bloc bas avec lequel ils ont eu beaucoup de difficultés. Alors pour moi, il y a trop de réécriture. Je pense que les gens dramatisent beaucoup la situation. C'est un mauvais résultat pour l'Espagne, mais il y a pas mal de choses qui l'expliquent. Et sans même parler de l'absence de Lamine Yamal et de Nico Williams, j'ai envie de préciser que dans le jeu, ils ont proposé des choses intéressantes. Et je vais vous faire des rappels. Par exemple, ici, Rodri, face au bloc bas, il donne un super ballon au-dessus de la défense sur le côté gauche pour Marc Cucurella, qui lui va faire une excellente remise de la tête pour Ferran Torres qui était plein axe comme ça, qui avait la position de numéro 9. Il va frapper comme il le faut du pied droit, mais il n'a pas de réussite. Ça va sur la barre transversale. Ensuite, ça revient sur Mikel Oyarzabal qui lui va tenter une tête, va gagner son duel et le gardien fait un super barré en reculant. C'est dommage parce que la construction est excellente. Regardez à nouveau cette passe de Rodri avec son mauvais pied comme ça pour casser tout le bloc défensif qui était très compact et très resserré. Je trouve que c'est impressionnant. Cucurella de la tête, il fait le choix qui est parfait et Ferran, il suit bien l'action. Franchement, il fait ce qu'il faut faire et même au niveau de la finition, il ouvre son pied. Je trouve que tout est top. Malheureusement, oui, ça va sur la barre transversale encore une fois, donc il n'a pas de réussite. Oyarzabal, ça revient sur lui, il gagne son duel, mais encore une fois, quel arrêt du gardien de Cap-Vert qui a été monstrueux. Et il y a eu d'autres actions que j'ai trouvées intéressantes et que j'ai trouvées pertinentes côté Espagne, comme celle-ci où ça avait commencé avec Aymeric Laporte
qui allait trouver Pedri. Pedri qui fait une super prise de balle. Ensuite, il va orienter sur le côté gauche pour Cucurella, qui lui va faire un centre en retrait à la base pour Gavi. Il rate le ballon, Gavi, mais c'est pas grave. C'est Ferran, encore une fois, qui a suivi et qui va remettre du pied gauche. Mais là, c'est le gardien qui la repousse. Même si, pour le coup, je trouve que Ferran, c'est pas top ce qu'il a fait. Là, au niveau de la finition, il aurait dû faire beaucoup mieux. Mais on le critique par rapport à sa finition. Je trouve que sur la première occasion, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Il a fait ce qu'il fallait, il n'a pas eu de réussite. Sur la deuxième, par contre, il aurait dû faire beaucoup mieux. Mais c'est deux occasions où il aurait déjà pu avoir un but. Et ce n'est pas les seuls non plus. On peut voir que lorsque Lamine Yamal est entré, il a changé la donne. Directement sur le côté droit, il a été pris par au moins 2 joueurs. Et dès qu'il avait le ballon qui se rapprochait, il y avait un troisième qui venait. C'est assez phénoménal, mais ça ne l'a pas empêché de faire la différence. Là, il a été trouvé comme ça sur un décalage. Et ensuite, il va éliminer tout seul un premier joueur et le second avec une passe entre 2 joueurs pour Marcos Llorente dans l'intervalle qui est trouvé dans une très bonne position. Il n'a pas hésité du match. Llorente, il n'avait rien fait. Dès qu'Yamal est entré, il a été mis dans de bonnes dispositions. Il donne normalement un ballon de but ici pour Mikel Merino qui est au point de pénalty. Il va armer sa frappe, mais c'est le gardien qui va la repousser. C'est une frappe un peu trop écrasée, encore une fois. On a aussi vu un coup de génie de Lamine Yamal, comme il le fait très souvent au Barça. C'est son fameux extérieur du pied, somptueux pour aller trouver Dani Olmo, exactement comme on le voit en Catalogne. Olmo, il fait contrôle, il se retourne, il fait la remise à Oyarzabal. C'est encore un ballon de but. Mais Oyarzabal, il va tirer au-dessus, il va rater sa reprise à ce moment-là. Si je vous ai montré toutes ces actions-là de l'Espagne, c'est pour vous prouver ici qu'en soi, ils ont bien fait les choses dans l'idée. En soi, ils avaient des occasions de but nettes. Ils auraient pu les concrétiser, mais ça a été un manque à la finition et un grand gardien adverse qui les a empêchés de faire cela. Et par rapport à ça, pour moi, c'est pas inquiétant. C'est un bloc bas, c'est une équipe qui a défendu tout au long du match, une équipe espagnole sans ses ailiers comme Nico Williams et Lamine Yamal qui sont différentiels. Et face à ce type d'équipe-là, avoir des ailiers très percutants, c'est plus facile. On sait que par exemple l'Argentine et l'Allemagne ont un style de jeu où ils misent beaucoup sur l'axe. Mais côté Espagne, ce n'est pas leur style. Eux, ils aiment bien diversifier leur attaque en alternant entre couloir et jeu intérieur. Là, ils n'ont pas su le faire. Leur couloir était complètement mort. Ils n'existaient pas et à cause de ça, ils étaient forcés de jouer différemment, mais ça ne les correspondait pas. Et ce n'est pas quelque chose, moi, qui m'inquiète encore une fois et je m'attends à voir mieux. Le problème dans tout ça, c'est pas ça. C'est pas le point de vue tactique, c'est le point de vue mental. Parce qu'ils ont été énormément critiqués sur les réseaux, dans les médias, au niveau de leur pays, partout, dans le monde entier en général, parce qu'ils sont très attendus, parce qu'ils étaient vus comme les grands favoris, mais ne le sont même plus déjà aux yeux de la plupart des personnes. Et ça peut trotter dans les esprits. Ça peut leur faire dire que désormais, ils doivent envoyer un message et que là, ils n'ont plus droit à l'erreur. L'Arabie Saoudite arrive dans de bonnes conditions. Ils vont reproduire le même plan, défendre en bloc bas et essayer de surcharger le côté de Lamine Yamal. Et ça, c'est quelque chose qui peut commencer à les faire cogiter. Mais s'ils se concentrent sur leur football, s'ils arrivent à faire abstraction de cela, je suis persuadé qu'ils peuvent faire un très bon match. Et les points importants, déjà, c'est Lamine Yamal. Normalement, il va commencer le match. On est quasiment sûr de ça. Il a joué une vingtaine de minutes. Et là, normalement, il va commencer parce que c'était le plan de Luis de la Fuente. Après, je ne pense pas qu'il va être présent pendant plus d'1 heure lors de cette rencontre. Mais on va observer ça. Je pense qu'il est essentiel de par son talent, de par sa qualité et de par son profil, parce qu'il n'y a pas d'ailier déstabilisant avec l'absence de Nico. Et vous savez, j'ai même pensé à Fermín López. Si jamais il était là, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien dans son style aussi, où il peut se projeter. C'est différent, c'est pas un ailier, mais au moins un joueur offensif plus menaçant. Mais Yamal, lui, il est indispensable. Il n'y a pas de doute là-dessus et on a très très hâte de le voir. Je pense qu'il peut vraiment faire la différence, mais il ne faut pas non plus trop lui mettre la pression. Et le problème, c'est ça, c'est avec ce premier match-là, ce mauvais résultat, et avec l'entrée de Lamine qui a donné de l'espoir, il a beaucoup d'attentes autour de lui et je ne sais pas trop comment il va l'encaisser. C'est pas facile pour lui à son âge, c'est sûr, c'est facile pour personne de toute façon, mais encore moins pour un jeune qui démarre son premier mondial et qui aimerait être soutenu au lieu de devoir soutenir ses coéquipiers. Ensuite, par rapport à Nico Williams, lui par contre, il ne sera pas titulaire. Pour moi, c'est impossible. Il a joué seulement 3 petites minutes. Il est rentré à la 87e minute de jeu. Rendez-vous compte, il est rentré extrêmement tard. Et quand j'ai vu ça, et en plus son entrée n'était pas bonne non plus, il a eu 1 ou 2 situations, à un moment donné une transition qu'il a mal gérée aussi. Ça montre bien qu'il n'est pas en jambes. Et lui, par contre, je le vois entrer en cours de jeu, peut-être jouer une demi-heure. Ce serait déjà très bien pour lui, 20 minutes, 30 minutes, mais pas plus. On va observer ça. Et donc, il y a une question à se poser encore une fois sur les ailes. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on va y revenir sur ma compo.
Avant de parler de ma compo, je voulais tout de même vous dire un choix fort que Luis de la Fuente doit faire et selon moi qui est très important, c'est de passer d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1. En soi, il alterne souvent entre les deux et c'est intéressant parce que même pendant le match, des fois, il alterne. Mais là, face à un bloc bas, ça ne sert à rien d'avoir 3 minutes de contrôle. Je pense qu'il en faut un qui est beaucoup plus à vocation offensive. Et ce n'est pas Pedri, selon moi. Ça sera, selon moi, le joueur qu'il faut, c'est Dani Olmo. Et c'est lui qui doit être titulaire dans ce rôle de milieu offensif à la place de Fabian Ruiz. Mais je vais vous montrer ma compo juste après. C'est un joueur qui excelle là-dedans, face au bloc bas, dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Pour combiner avec la Yamal, on a vu, ils se comprennent très bien. Si les deux démarrent le match, je pense que ça change totalement la donne au niveau du visage offensif de l'Espagne. Et je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus productifs de cette manière-là. C'est pour ça que je mise sur lui. Maintenant, par rapport à ma compo, je vous l'affiche dès maintenant. Vous l'observez, elle est en 4-2-3-1. Et en soi, il n'y a pas beaucoup de surprises. Unai Simon dans les cages parce que je pars sur la continuité, même si selon moi c'est Raya ou Johan Garcia qui devaient jouer, mais c'est pas grave, on part sur la continuité de Luis de la Fuente. Côté droit, je mets Marcos Llorente et selon moi, avec la Yamal, il sera beaucoup plus pertinent parce qu'il a un ailier qui colle la ligne et lui pourra rentrer vers l'intérieur et là je suis sûr qu'il pourra vraiment apporter beaucoup offensivement. Marco Cucurella côté gauche, Aymeric Laporte, Cubarsí, on continue sur la stabilité bien sûr. Au milieu de terrain, Rodri et Pedri dans le double pivot. Avec Dani Olmo, comme je l'ai expliqué. En attaque, côté droit, Lamine Yamal. Je pense qu'il va commencer le match. En neuf, Mikel Oyarzabal. Et par contre, ma petite surprise de la compo, c'est pas ce que je pense que le Zapote va faire, mais c'est ce que moi j'aimerais bien voir, c'est Victor Munoz. Je sais que lui aussi n'était pas tout à fait à 100%. Il n'est même pas entré en cours de jeu, donc ça dépend de s'il est apte physiquement ou non. Et je n'ai pas trouvé d'informations fiables là-dessus. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il va signer à Liverpool. C'est un joueur qui a une grosse cote sur le marché, qui a fait une belle saison à Osasuna, et c'est un joueur surtout qui a un profil intéressant. Vu que Nico Williams ne sait pas commencer le match, j'aimerais bien que ce soit lui qui joue. Et je pense que ce joueur-là peut apporter du dynamisme, peut essayer d'éliminer et provoquer sur le côté gauche, et ça peut un peu enlever du poids sur la Yamal s'il fait des différences. Donc je pense qu'il faut un véritable ailier, et pas encore un Gavi, un Baena. Il ne faut pas des milieux qui vont être sur l'aile mais qui vont repiquer vers l'axe. Ça n'apporte pas grand-chose. Il faut des joueurs qui vont perforer ces blocs adverses et je pense qu'il en est un. Et je pense que c'est une occasion pour lui de briller dans ce mondial. Pourquoi pas même rester titulaire si jamais il donne une bonne impression. Ça peut être sa compétition aussi. Attention à lui. Par rapport au reste, pour mon pronostic, j'allais dire ma compo, mais je viens de le faire. Ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est que l'Arabie Saoudite, lors de la précédente Coupe du Monde, ils avaient battu l'Argentine. Rappelez-vous, ils avaient créé la sensation. Ils ont déjà été capables de battre un gros, voire le grand favori de la compétition. Et ils auront envie de réitérer ça. Ça fait partie de leur histoire maintenant et ça va les motiver pour ce match-là. Surtout qu'ils savent que l'Espagne est dans une période plus délicate et qu'ils peuvent répéter un exploit. Maintenant, le truc, c'est que leur coach était Hervé Renard. C'est un super coach, très expérimenté, capable de faire des grands coups face à de grandes nations. Cette fois-ci, il est devenu le coach de la Tunisie. Il n'est plus au poste et il ne faut pas forcément s'attendre à la même chose. Quand j'ai vu la production de l'Arabie Saoudite face à l'Uruguay, j'ai trouvé que c'était très 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 faible. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, le Cap-Vert non plus n'a pas proposé beaucoup de jeux. Ça a été un bloc défensif et c'est ce qu'ils ont fait déjà face à l'Uruguay, l'Arabie Saoudite. Donc ils peuvent peut-être le réitérer. Mais je pense que l'Espagne va apporter quelques changements à la compo et va jouer avec un peu plus de volume de jeu, un peu plus d'intensité. Je les vois mal tenir quand même. Mon pronostic est clair, l'Espagne va gagner et je pense qu'ils vont faire un petit peu taire les critiques, pas tout à fait mais un petit peu et je les vois gagner 3-0 ce match-là, sans grande difficulté. Et je pense qu'ils vont marquer un premier but dans la première demi-heure. Ça ne va pas beaucoup tarder. Parce que moi, je vous l'ai dit, mon ressenti sur l'Espagne, il est très haut. Il y a quelques petits doutes sur les ailes, sur la forme physique des joueurs. Il y a quelques petits changements à faire, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné des Coupes du Monde et qui ont commencé avec une compo qui a évolué par le temps. Il y a eu des changements qui ont été faits, mais la base de l'équipe, le niveau tactique, le niveau du système, globalement, c'est très fort. Et par exemple, face au bloc bas, moi, je critique Luis de la Fuente parce que je dis... Il ne prend pas assez de risques, il n'y a pas assez de projections offensives, il pense trop aux transitions défensives. Mais c'est exactement ça aussi qui font les forces de l'équipe quand il joue face au gros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, quand l'Espagne joue face à un petit, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite ou le Cap-Vert, sans leur manquer de respect, mais c'est des équipes de seconde zone par rapport à l'Espagne, je trouve que c'est une équipe qui ne prend pas assez de risques offensifs. Mais par contre, quand il joue face à des équipes style Allemagne, France ou quoi que ce soit,
là, ils sont top parce qu'ils arrivent à les dominer tout en conservant une sérénité défensive avec leur système qui protège beaucoup les centraux et qui protège les transitions défensives. Et à ce moment-là, ils sont ultra, ultra compétitifs. C'est pour ça que de mon côté, je trouve qu'il faut juste qu'ils passent cette étape-là avec des équipes qui vont jouer en bloc bas. Une fois qu'ils vont reprendre la confiance, ça va y aller tout seul et ils vont continuer à scorer, retrouver leurs automatismes. Et après, ils vont commencer à monter en puissance. Et je l'ai toujours dit, moi je les vois y aller petit à petit dans le mondial. Donc je pense que là, ils vont peut-être gagner 3-0 par exemple. Et après, ça va continuer à y aller étape par étape. Et c'est quelque chose que je vais observer. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Quel est le vôtre? Qui voyez-vous gagner ce match-là? Likez la vidéo si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.